Bonjour tout le monde et bienvenue à ODC TV. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet atypique puisqu'il concerne un pays considéré par beaucoup comme étant exotique, bien qu'il soit au centre de la géopolitique mondiale, à savoir le Brésil. Une puissance émergente, une hyperpuissance agroalimentaire, mais également industrielle, un pays mystérieux que l'on va tenter de découvrir avec l'invité de la semaine, Antoine Bachelin-Sénin. Antoine Bachelin, bonjour. Bonjour Rachid, un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Bonjour à Merci à vous tous. d'avoir accepté. Alors, je rappelle que vous êtes entrepreneur et que vous résidez au Brésil depuis 2011, donc ça fait quand même beaucoup de temps. J'imagine que vous parlez couramment le portugais avec un accent brésilien, qui est un accent très charmant d'ailleurs. Oui, je connaissais le Brésil avant aussi quand j'étais enfant et adolescent, donc j'ai le Brésil dans mon cœur depuis mon enfance, on peut dire, depuis mon D'accord. adolescence. Voilà. Et j'imagine que c'est par la porte des arts martiaux que vous êtes tombé amoureux du Brésil, le Tout à jiu-jitsu. fait, oui. Donc le jiu-jitsu brésilien, voilà. David Vieira, mon professeur, il est 4 fois champion du monde. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Alors, on va parler de deux en particulier. Le premier, c'est Bolsonaro, mythe et mensonge, qui a été publié en français, en anglais, traduit en anglais et en portugais, où vous déconstruisez un peu tout le narratif woke, LGBTiste, du politiquement correct qui a été développé autour de la figure de Bolsonaro, que l'on a présenté tantôt comme un néofasciste, comme un homophobe, comme un raciste, enfin tous les noms d'oiseaux. Et on va parler également d'un autre livre qui m'a beaucoup intrigué, qui s'appelle Cours de philosophie par Olavo de Carvalho. Parce que là encore, il y a tout un travail intellectuel réalisé par des intellectuels et des philosophes brésiliens qui est méconnu au niveau francophone et qui mériterait d'être davantage connu. Et donc, vous avez écrit ce livre-là. Et j'aimerais, si vous le permettez, commencer par ce livre-là. Déjà, pouvez-vous nous parler d'Olavo de Carvalho? C'est-à-dire à quelle école il appartient, philosophiquement parlant? Quelles sont les grandes lignes de sa pensée, afin de donner aux gens envie d'acheter le livre et de découvrir cette pensée-là? Olavo de Carvalho, c'est un autodidacte, hein. Il écrivait en tant que journaliste à l'époque. Il était communiste au départ. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique comment il a arrêté d'être communiste et les questionnements qui l'ont fait évoluer et qui l'ont fait découvrir ce qu'était réellement le communisme. Donc, il a énormément étudié Marx, bien sûr, hein, Gramsci. Donc, il écrivait énormément de d'articles philosophique, hein. Pour moi le philosophe moderne, hein, donc il est mort ça fait 1 an et demi, le plus original et le plus audacieux de notre époque. Il est méconnu, hein, pour ceux qui ne parlent pas portugais, donc j'ai voulu le rendre accessible aux francophones en proposant ce cours de philosophie. C'est un gros pavé, hein, cela fait 500 pages. C'est du concept, mais c'est aussi de la pratique, énormément de pratique, hein. Et donc, il va questionner tous les philosophes du passé, mais avec une vision pratique. Il va dialoguer avec eux. Donc, oubliez tout ce que vous pensez sur tout ce qu'on vous a dit sur les philosophes, et vous découvrez réellement ce qui est pratique. Et donc, c'est un questionnement vraiment pratique, hein. Vous prenez différents sujets, par exemple sur la conscience, sur le divin, sur le marxisme culturel. Donc, en étant lui-même un ancien communiste, il a critiqué énormément le marxisme culturel. Donc, le communisme qui a évolué, qui s'est infiltré dans la société, hein, depuis Gramsci. Donc, il explique ce fonctionnement-là et comment le combattre, hein. Donc, c'est c'est un livre de combat, c'est un livre pour vous armer. Et donc depuis l'Antiquité, il est très fort sur les médiévaux aussi, sur Saint Augustin, sur Saint Thomas d'Aquin. Donc euh, il, euh, il nous refait découvrir Saint Thomas d'Aquin. Il est très critique sur Descartes. Donc le cartésianisme est fortement attaqué avec le camouflage qui a eu lieu dans la science moderne. Donc il revient énormément sur ce camouflage, comment ce camouflage a été fait, comment on arrive à se perdre dans la méthode, comment les scientifiques actuels sont seulement centrés sur la méthode et ont oublié les questionnements derrière et l'interdisciplinarité qui existe, et comme quoi la science
ne veut plus être questionné par la philosophie, et donc lui a remis en question ce dogme-là en se disant que la science n'échappe pas de la philosophie, et donc il remet véritablement la philosophie au centre du débat. Et c'est quelque chose d'actuel, hein, justement, c'est un contemporain de notre époque. Et ces questionnements moi je l'ai partagé à certains amis qui sont professeurs de philosophie en France, c'est véritablement une bombe, hein, pour la pensée contemporaine stagnée, qui a oublié de se questionner sur les dogmes, par exemple, du scientifique qui a pris le contrôle, hein, de nos raisonnements. Il critique aussi énormément le laïcisme radical, ce qu'il appelle l'athéisme extrémisme radical, qui est une religion, hein, qui a été poussée par certains occultistes, hein, depuis des siècles et des siècles. Donc il explique cela en détaillant aussi la gnose, en passant par certains auteurs comme Étienne Couvert qui sont catholiques, qui gagneraient à être redécouverts aussi aujourd'hui. Donc il a été aussi dans pour tous nos amis musulmans qui nous regardent, il a été dans une confrérie soufie aussi. Donc ça c'est intéressant. Il questionne aussi la, la pensée des musulmans. Donc il a une connaissance Empirique qui est également, vraiment pas uniquement théorique, mais empirique. historique et puis pratique. Hein. Donc il dialogue. C'est un dialogue. D'accord. C'est pas quelque chose de théorique sur la vie de tel philosophe ou sa pensée morte. Non, c'est D'ailleurs, justement, dans la première page, on découvre que euh, dans la première page, voici votre livre d'études pratiques et personnelles pour revivre des expériences cognitives. Pour revivre des expériences cognitives. Donc c'est vraiment l'objectif de revivre ces questionnements des philosophes. Souvent les gens qui ne connaissent pas la philosophie ou qui ont un préjugé avec la philosophie pensent que c'est quelque chose de mort, quelque chose de froid. Alors que non, il faut en fait saisir la question cognitive que se posait le philosophe pour nous poser la même question nous-mêmes, pour être nous-mêmes dans la même situation qu'était ce philosophe. Donc c'est quelque chose de pratique. Olavo de Carvalho, avec ses qualités d'écrivain, nous fait vraiment comprendre cela. Et donc, son point de vue, en fait, je vais passer directement à quel est le contenu d'Olavo de Carvalho. Je l'explique, c'est que, en fait, pour lui, notre rationalité repose sur l'ouverture de notre esprit à la transcendance. Et donc, c'est un renversement, en fait, par rapport au rationalisme, au cartésianisme qui a été poussé justement avec des objectifs qu'il va détailler aussi. Hein, quelles sont les perversions, nihilisme et déconstructionnisme qui ont résulté de cette poussée du cartésianisme. Et il explique en fait, lui, que la clé, c'est de faire en sorte que l'infini soit encore plus confortable que le fini à la fin. Voilà. D'accord. Et donc il y a de l'épistémologie, puisqu'il interroge. C'est un grand Voilà. objectif, hein, interdisciplinaire, oui, c'est vraiment complexe et en même temps Mais pratique. le point de départ de sa pensée, est-ce qu'il procède du catholicisme, d'une forme d'anti-modernité Est-ce qu'il propose une alternative à l'ordre moderne et au logos de la modernité? Ou est-ce qu'il est dans une critique radicale, mais Et, et en plus que cela, il a aussi une critique sur l'Eurasie, justement son débat avec Alexandre Dugin, on en parlait en off. Regardez sur Internet, cherchez le débat de Olavo de Carvalho qui est en français et aussi en anglais. En français, il a été traduit, vous pouvez le trouver dans certains sites, mais en anglais, donc Dugin contre Olavo de Carvalho, il critique aussi au niveau philosophique, hein, l'imposture de l'Eurasie, donc ça c'est un point intéressant aussi à pousser. On pourrait peut-être le pousser un peu plus loin. C'est vraiment dans différents domaines. Hein. Et donc sa vision, oui, il reprend par exemple des auteurs comme Étienne Couvert. Il s'est converti, il s'est baptisé à la fin de sa vie Olavo de Carvalho. Donc il critique à la fin même Socrate qui pour lui a déjà des déviances cartésianisme dès l'époque de Socrate en fait. Il explique comment Socrate a déjà certaines d'ailleurs déviances cette critique, dans on son peut la livre. retrouver Voilà. également chez Frédéric Nietzsche par rapport à Socrate, où effectivement il considère que Socrate a tué la philosophie. Et que ce qu'on appelle Oui, Nietzsche a une pré-socratique, synthèse de différents tout à philosophes. fait. Ouais. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il propose lui comme alternative par rapport à la postmodernité? Alors, il critique le racisme. Le racisme est une alternative. Voilà. Il critique aussi certains. En fait, il critique tous les différents philosophes en, en,
en allant en abondant dans leurs points. Donc, certains points qui sont intéressants de certains philosophes, il va les développer, mais il va aussi les critiquer. Et il va arriver à sa propre conclusion à la fin. Donc, je ne vais pas faire trop de teasing justement sur le livre. Découvrez-le dans le livre, mais pour voilà, j'ai déjà donné quelques pistes en expliquant qu'il s'est baptisé, en expliquant que, en fait, l'infini, le fait de s'ouvrir à la transcendance, c'est en fait ce qui permet la rationalité. Voilà, pour donner peut-être une piste D'accord, bah, on découvrira de ce qui manque avec aujourd'hui. plaisir. Alors, avant d'aborder le deuxième livre, notamment la question du narratif dont j'ai parlé et de la critique de Bolsonaro, j'aimerais tout d'abord parler de la société brésilienne. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, d'images préconçues que l'on projette sur le Brésil, où l'on voit à première vue l'insécurité, la corruption endémique, la stratification raciale et racialo-économique de la société brésilienne. On a une élite plutôt blanche de morphotype européenne qui sont les descendants des premiers colons portugais. Puis il y a une deuxième catégorie, les métis, et puis il y a une troisième catégorie, c'est les afro-descendants, avec une logique quasiment de caste indienne immobile. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce que vous feriez cette division en France, par exemple, avec les... C'est marrant que certains pays ont cette division. Peut-être que vous le feriez en Inde. Peut-être qu'en Inde, il y aurait peut-être une pertinence. Je pense que cette catégorisation n'est pas intéressante au Brésil. Alors souvent, elle est poussée par Wikipédia et certains récits. Bien sûr, il y a un mélange entre les Africains qui sont venus pour l'esclavage et puis les Amérindiens qui y habitaient, et puis les Portugais, et puis on a eu aussi des invasions, les Hollandais certaines régions du Brésil. Donc on y a un mélange bien sûr au Brésil, et puis un esclavage qui a été aboli tard. Euh, un des pays qui a été un des derniers à abolir l'esclavage. Donc, bien sûr, il y a aussi une vision. Peut-être on peut voir. Peut-être ce serait intéressant de demander à Lugan, vous savez, le spécialiste de l'Afrique, de venir au Brésil. Lui est plus ethnocentré peut-être. Moi, je suis pas centré sur cette analyse-là, mais euh, je pense que il y a aussi une victimisation des médias. C'est peut-être pour ça que je ne veux pas rentrer tout de suite dans cette division-là. C'est vrai que les médias mainstream de gauche ont souvent l'habitude de victimiser et de manipuler certaines communautés pour les faire voter de gauche. Mais justement, Bolsonaro a réussi avec Internet et un dialogue direct. C'est un des politiques les plus suivis sur Internet, par exemple. Il a fait le buzz énormément. Donc, en parlant directement, et les soldats digitaux aujourd'hui, beaucoup de citoyens comme vous et moi communiquent directement les informations. Donc les médias mainstream aussi ont moins d'emprise qu'avant. Et donc je pense que tout ça est aussi en train de tomber. On a une division qui a toujours été voulue par certaines élites divisées pour régner. Hein, et je pense que c'est en train d'être tombé, c'est en train d'être déjoué. Oh, Donc vous avez bien parfaitement sûr, raison, il y parce a que d'ailleurs, même avec la victoire de Trump, on a vu que, par exemple, 30% des latino-américains ont voté pour Trump, et que même dans le cas de Bolsonaro, il y a beaucoup d'afro-descendants ou de métis qui ont voté Bolsonaro, parce que ça commence effectivement à changer. Oui, il y a les footballeurs aussi, peut-être vous allez l'aborder, Ronaldinho, oui, Neymar. Neymar qui soutient Bolsonaro, tout ça. Moi, je voulais revenir sur un point aussi. Bolsonaro, les conquis, ces communautés, on peut dire, hein, avec le côté économique, c'est-à-dire que la vision tronquée comme quoi ce serait quelqu'un d'extrémiste d'extrême droite est fausse. C'est quelqu'un au centre, qui a toujours été au centre et qui fait du social. Et donc, via ce social, il a conquis les communautés. Par exemple, c'est lui qui a euh, créé des viaducs dans le nord du Brésil, des viaducs qui étaient promis par le parti de Lula depuis des décennies, mais qui n'étaient jamais construits, excusez-moi. Bolsonaro l'a construit, et donc vous voyez l'eau qui arrive dans certaines régions du nord du Brésil, qui n'avaient pas l'accès à l'eau, qui devaient payer des camions-citernes, et justement ces camions-citernes appartenaient à des mafias qui avaient des relations avec la gauche. Donc ils avaient intérêt à laisser ces mafias de citernes d'eau dans ces régions du Nord, et Bolsonaro a construit ces viaducs. Et actuellement, on a certains viaducs qui sont à nouveau fermés
par des militants radicaux de gauche pour revenir à nouveau à ces citernes d'eau alors que Bolsonaro a construit ses viaducs. Donc il va par le social, Bolsonaro, il va, contrairement à ce que vous disent les médias mainstream, qu'il est contre ces communautés, c'est faux. C'est lui justement qui a construit les viaducs et donc par ce côté économique, par ce côté social, et par aussi son discours conservateur qui résonne avec ces communautés. Ces communautés sont conservatrices sans le savoir. Hein. Le parti conservateur est récent au Brésil, mais de cœur, le Brésilien a toujours été conservateur de valeurs. Et donc, il les gagne par le côté économique, si vous voulez. Peut-être que c'est la clé plutôt que de rentrer dans cette catégorisation sociale qui existe, hein, une exclusion aussi qui existe bien sûr dans les favelas, parce que euh, il y a eu l'abolition de l'esclavage tardif et donc les esclaves noirs se sont retrouvés sans habitation, sans revenus du jour au lendemain et donc se sont aménagés des logements de fortune dans les favelas depuis cette époque-là, bien sûr. D'accord. Donc on a un historique, tout à fait, Mais oui. vous comprenez que ce que vous dites peut choquer tous les auditeurs qui ont été, je dirais pas biberonnés, mais qui ont été confrontés à la propagande anti-Bolsonaro depuis des années, où effectivement on nous présente le contraire, enfin l'opposé de ce que vous dites, c'est-à-dire on nous présente un Lula qui a réussi à, enfin le grand défenseur des petites gens, des pauvres, qui a réussi à réduire drastiquement l'extrême pauvreté, et de l'autre côté, on a un Bolsonaro qui a des militaires dans son gouvernement, qui est plutôt nostalgique d'une idée de dictature militaire, etc. Donc là, ce que vous nous dites, c'est le total opposé de ce qui est présenté dans les médias, mais de manière systématique et continue. C'est justement l'intérêt de ce livre, c'est justement l'intérêt je reprends chapitre par chapitre les mensonges qui s'effondrent par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de fondement et ces mensonges sont présentés par les médias mainstream, l'empire du mensonge comme le décrit Vladimir Poutine. Et donc oui, ces mensonges doivent être déconstruits même au niveau de l'histoire. Vous savez, la gauche essaye de réécrire l'histoire alors que dans les années 1950-1960, il y a eu au Brésil une tentative d'instauration de dictature communiste, un peu à l'exemple de Cuba, et dans certaines régions, aussi au Colombie, vous avez les FARC, les narcotrafiquants qui dominent une certaine région. Au Brésil, on a eu une région qui reprend autour de Araguaia, qui essaie de monter jusqu'au nord du Brésil, et qui était une zone avec même des militaires cubains qui étaient envoyés pour combattre, hein, armés jusqu'aux dents, des bateaux qui débarquaient et des attentats à la bombe qui étaient perpétrés contre des civils, hein, donc des morts, des blessés dans des stades, dans des aéroports, durant les années 50-60. Et le parti de Lula, Dilma Rousseff par exemple, qui a été condamné, qui a fait exploser des bombes, qui a été emprisonné, le parti de Lula voulait cette dictature communiste. Donc on a énormément de points sur lesquels il faut réinformer. Et il faut exposer les mensonges qui ont été présentés depuis des années par les médias, que ce soit sur l'Amazonie, que ce soit sur... moi, j'ai écrit un article justement sur l'Amazonie, on pourra le développer après, comme quoi le fondateur, le père du socialisme brésilien, FHC, Fernando Henrique Cardoso, a des liens avec les Rothschild et une corruption avec certains chefs de tribus sur des zones très grandes, hein, avec des lois qui ont justement été créées par ce président pour la création d'énormément d'ONG et la contrebande de minerais avec des multinationales et des liens avec les Rothschild. Donc il y a des points qui sont cachés, bien sûr, par les médias. Donc il y a énormément de points qu'il faut montrer à la population. Et donc Internet est arrivé à point pour que les citoyens, les guerriers digitaux puissent directement communiquer les uns avec les autres, pour reprendre l'expression du général McFlynn. Donc Bolsonaro aussi a fait énormément le buzz en exposant justement ces vérités. Hein. Il a 30 ans de politique sans aucun cas de corruption. Ça aussi, c'est un des points sur lequel on peut montrer aussi les mensonges des médias mainstream, alors que Lula a été condamné pour corruption et a plus que des milliards, des trillions, hein, qui ont été envoyés à d'autres pays, alors que normalement les fonds devaient être utilisés
par la Banque nationale du développement économique et social brésilienne pour développer des routes, des infrastructures. Donc, au lieu d'utiliser cet argent-là au Brésil, il l'envoyait au Mozambique pour construction d'hydroélectriques, il l'envoyait au Venezuela, il l'envoyait à Cabo Verde, il l'envoyait à différents pays. Bolsonaro a arrêté ça. Bolsonaro a arrêté aussi les subventions pour les médias mainstream. Par exemple, on a un groupe comme Globo qui est un média audiovisuel très puissant au Brésil qui recevait des mallettes d'argent à l'époque de Lula, hein, en plus des subventions de milliardaires. Donc, ces subventions se sont arrêtées. Donc, les médias mainstream ont été obligés aussi de licencier énormément de personnel. Donc, vous avez tout un apparatchik politique, tout un establishment politique qui était contre Bolsonaro aussi. Et voilà pourquoi aussi la communication était aussi féroce contre Bolsonaro. Et aussi, ce qui était intéressant sur Twitter de regarder comment, par exemple, Ségolène Royal se plaçait par rapport à Bolsonaro. Lorsque Lula a été élu, elle avait certains tweets où elle disait ah Lula a été élu, la démocratie est restaurée, alors que je viens de nous présenter que Lula est un corrompu qui a détourné des milliards. Et moi, justement, je l'abordais sur Twitter. Je rappelais à Ségolène Royal que je faisais une promotion sur mon livre avec un code promotion narcotrafiquant. Comme ça, elle pouvait connaître la vérité sur la gauche terroriste, extrémiste, alors que Bolsonaro est quelqu'un qui fait du social et qui est de centre. Donc voilà quelque chose qui peut-être fait exploser Tout à la fait. tête de quelqu'un qui a été soumis à la propagande. Voilà, et c'est Après, difficile. Moi, tout ce j'ai que dans vous ma dites, famille. on peut aller le Mm, vérifier directement. Enfin, il y a tout sur Internet. Mm, Tout à fait. Et on peut aborder les chiffres tout à fait. ensuite après sur l'économie. Énormément de points intéressants, comme quoi Bolsonaro est un exemple, hein, et différents articles aussi de partis peut-être qui ne sont pas les nôtres, comme Bloomberg par Oui. exemple, qui salue le fait qu'en 2022, à la fin de la pandémie, le Brésil était un des premiers pays à diminuer l'inflation et qu'il était un exemple à Mhm. suivre. Donc énormément de mesures aussi qui ont été faites. Il y a énormément de points abordés. Et et le Brésil est un pays merveilleux, hein. Le Brésil est vraiment pour moi un des pays qui va connaître de toute façon une Mhm. prospérité dans les années à venir, hein. Comme, comme Paulo Guedes, le ministre de l'économie de Bolsonaro, le rappelait. Pour ceux qui parlent portugais, regardez les interviews de Paulo Guedes, le ministre de l'économie de Bolsonaro. Il est Mhm. brillant. Alors avant d'entrer dans le détail de la dimension économique, j'aimerais aborder brièvement la dimension religieuse. Alors depuis tout à l'heure, vous nous dites que le Brésil, que le peuple brésilien est un peuple conservateur. Sous-entendu, un peuple catholique attaché voilà, aux valeurs chrétiennes, à la famille, etc. Mais le fait est que depuis quelques années, voire plus d'une décennie, les courants évangélistes financés par les États-Unis ont gagné du terrain. Au niveau du Brésil, mais même en Afrique, au Nigeria, c'est pareil. C'est-à-dire des régions majoritairement catholiques ont basculé du côté protestant et du côté évangélique. Et certains disent même que l'évangélisation d'une partie de la population brésilienne a été le canal qui aurait permis à Bolsonaro de récupérer le vote noir et le vote métis qu'il n'aurait jamais pu obtenir s'il n'y avait pas ce liant, ce fond commun évangéliste. Alors y a-t-il déjà des liens entre Bolsonaro et les évangélistes? Oui, Mm. bien sûr, il a été bienvenu dans différentes églises, hein, il a été accueilli, il a été promu, bien sûr, parce qu'il partage des valeurs conservatrices, hein, comme qu'on l'a abordé. Mais je vous ai déjà répondu peut-être sur un premier point. C'est peut-être un peu grossier de réduire le fait que Bolsonaro ait gagné au seul réseau évangéliste. Voilà. Je pense que c'est pas votre point, c'est simplement une réflexion que vous essayez en train d'amener. Mais moi, Bolsonaro a fait le buzz justement sur des sujets comme la corruption de Lula. Et donc, ce sont des points réels, et ce sont pas des points de réseau. Mhm.
Donc voilà, Bolsonaro aussi a fait sa campagne avec très peu d'argent, sa campagne politique comme depuis ces 30 années comme député où il n'a eu aucun cas de corruption. Il a toujours fait ses campagnes avec très peu d'argent. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre, ses premières campagnes avec des anecdotes un petit peu rigolotes où il avait pas d'argent, il était obligé de mélanger de l'eau chaude avec une sorte de maïs pour coller des grosses étiquettes à l'arrière d'autobus hein, pour que l'autobus se balade dans la ville et puis au bout d'un moment Mmh. le conducteur allait s'apercevoir de quelque chose et retirer le. Donc c'était vraiment un système D Mmh. pour se faire connaître et c'est intéressant ces petites anecdotes là. Un moment aussi où il s'est bloqué sur le pont Niterói, donc un des plus gros ponts d'Amérique latine à Rio de Janeiro. Il était avec sa voiture sur le pont et puis il a il a fait comme s'il avait un accident ou que sa voiture ne démarrait plus et il en a profité pour distribuer énormément de tracts en bloquant tout ce pont-là. Donc c'est vraiment du système D euh, à l'époque où il était député fédéral. Et donc c'est quelqu'un qui a grandi dans une région très pauvre. C'est quelqu'un qui est hors système. Alors différemment de Trump, qui a ses fonds. Trump est indépendant parce qu'il a l'argent euh, pour pour faire sa campagne. Bolsonaro n'a pas d'argent, mais il fait avec les moyens du Mmh. bord. Il fait avec le buzz médiatique que d'ailleurs ses fils gèrent. Hein, Carlos Bolsonaro qui s'occupe de toute la partie marketing digital. Donc c'est fait système D, c'est fait de façon simple. On a aussi cette image de simplicité qui est relayée par les réseaux sociaux. Donc il va dans des coins très populaires pour manger. Par exemple de la nourriture simple dans des coins très très Bon, mais ça fait pauvres. partie de la com, Mais il est comme ça. Il est comme ça. Non, c'est pas seulement du marketing. Il a toujours été comme ça. C'est un militaire qui mange simplement, qui était directeur des sports. Donc euh, il a l'habitude de manger des choses simples et on le voit aussi. Ça c'est même quand il était président. Hein, il montre des vidéos où il mangeait, il buvait du Coca-Cola tout le temps. Peut-être pas recommandé pour la santé, mais voilà, c'est pas quelque chose de monté. Alors que Lula lui-même se vante de ne même pas manger au palais parce qu'il préfère manger dans des gros hôtels avec des comptes très élevés aussi, alors que Bolsonaro a réduit toutes les dépenses aussi du gouvernement. Donc ça fait partie intrinsèque de lui, quoi. mmh. C'est pas du Mmh. marketing vide d'apparence qui n'est pas D'accord, véritable. alors l'une des problématiques à laquelle a été confronté Bolsonaro, c'est la corruption endémique, qu'on retrouve à tous les niveaux et qui est un frein, autant au développement de la démocratie brésilienne, parce qu'effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, par rapport à Lula, comment il a pu placer des gens à lui au niveau des différentes cours de justice, etc. Tout L'état à fait, l'État profond, profond. ouais, ouais. Et même au niveau économique, c'est une entrave majeure au développement économique. Et d'ailleurs, il y avait une série, Les tout à fait, infrastructures, il y ouais, avait une série ouais, Mécanismo, je pense que vous connaissez, voilà, qui retrace ouais. cette dimension liée à la corruption. Et alors, qu'est-ce qui a été fait? Peut-on faire un bilan Bolsonaro dans sa lutte contre la corruption? Tout à fait. Alors, il a 30 ans en tant que député hein, avant d'être président. Et déjà, le premier point en tant que lutte contre la corruption, vous avez beaucoup souvent d'hommes politiques qui vous parlent de lutte contre la corruption. Et ce qu'ils ne font pas et que fait Bolsonaro, c'est que lui déjà n'a aucun cas de corruption. Un C'est le point bon point de départ. principal, c'est le point le plus important. Voilà, point de départ et point d'arrivée, si vous voulez, c'est la D'accord. base. Donc voilà. Après, vous avez la gauche qui va inventer tout un tas, comme pour Trump aussi, hein, tout un tas de fausses, de mensonges hein, que j'explique aussi dans mon livre. Donc avec des cas, par exemple, ils vous disent oui, mais Bolsonaro a reçu des cadeaux d'Arabie Saoudite de pierres précieuses ou de colliers pour sa femme. Et donc la gauche vous fait tous les médias mainstream vous font tout un tout un cercle là-dessus, toute une exagération, et on découvre à la fin que ça tombe toujours, ça s'effondre naturellement, tous ces mensonges s'effondrent un à un parce qu'ils n'ont pas de Mhm. fondement. Sur ce sujet-là, ça a été montré ensuite que justement ces pierres précieuses, ces colliers sont rentrés à la douane, n'étaient pas cachés. Mhm. Si vous voulez, justement, si vous avez reçu des cadeaux comme ça et que vous voulez les cacher, justement, vous les cachez. Ça n'a pas été du tout caché, ça a été enregistré à la douane, en suivant tous les processus, tous les procédés habituels.
donc avec des enregistrements, des registres, ça a été documenté. Donc voilà, encore, c'est un effet d'annonce, toujours le même schéma opératoire, si vous voulez, des médias mainstream, en mettant un mensonge dans la une de tous les journaux, en l'exposant fortement. Si vous voulez, la majorité des gens vont croire cela. Et une fois que la C'est vérité trop sort, tard. une fois que les juges tranchent, cela va faire seulement une toute Tout à fait. petite ligne et les gens ne vont même pas regarder, mais vont garder cette première page qui a été faite. Et c'est ce qui a été fait depuis le début. Donc ils vous inventent autre chose. La dernière fois, ils avaient inventé aussi ou lait condensé, c'est du lait sucré, une petite sucrerie que l'armée utilise pour donner un petit peu d'énergie. Et il disait oui, Bolsonaro a surfacturé ce leite condensado, il, la corruption de Bolsonaro pour l'armée. Donc ils ont fait la une durant une semaine ou deux, et encore aujourd'hui on a des idiots utiles du système qui continuent de relayer cela alors que cela a été montré, les factures ont été montrées, c'était au contraire moins cher parce que ça avait été acheté en gros. Donc on a à chaque fois, c'est pour ça que l'objectif aussi de ce livre, c'est dans les différents chapitres de démonter un par un les différents mensonges qui ont été présentés par les médias mainstream et de montrer que les médias mainstream sont puissants dans tous les pays et qu'ils utilisent les mêmes techniques. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec Internet, c'est qu'on peut, en étant dans différents pays, arriver à comprendre, et c'est ce qu'a permis Internet et les soldats digitaux. Voilà, on a le peuple qui fait attention à ça, et donc ils sont en train de perdre ce combat-là. Voilà. Mais ça met du temps. Des fois, les gens s'impatientent, mais il faut penser sur le long terme. Bolsonaro a semé des graines, et aujourd'hui, on a pas mal de députés qui sont nés avec lui, comme par exemple Nicolas Ferreira, qui a été un des députés les plus élus dans l'État du Minas Gerais, qui est jeune, et donc on a aussi de l'espoir pour le futur. Voilà, avec beaucoup de conservateurs qui sont maintenant au Brésil. D'accord, alors l'affaire, enfin des colliers, pas colliers, ça c'est des broutilles, mais par rapport à la corruption systémique, celle de l'État profond, alors il Oui, faut oui. rappeler que Bolsonaro devait composer avec une constitution qu'il n'a pas choisie, qui limite ses prérogatives dans un contexte d'État fédéral, qu'il a encore réduit ses marges de manœuvre, puisqu'il doit composer avec une logique de En plus d'un subsidiarité. contexte de fraudémie, oui, en plus d'un contexte de Tout à fraudémie, fait, de et guerre puis en de Ukraine, guerre en oui, oui. Ukraine, et puis qu'est-ce que je voulais dire, dans un contexte où il devait composer avec un État profond qui ne lui était pas favorable, et en plus il s'est fait beaucoup d'amis, notamment les médias mainstream brésiliens, en leur coupant les vivres. Donc globalement, peut-on dire qu'il y a eu quand même des erreurs d'ordre stratégique, que peut-être il aurait été plus malin de faire relativement profil bas et de travailler en profondeur, un peu la méthode Poutine, entre 2000 et 2007-2008, pour par la suite afficher ouvertement le bras de fer avec l'État profond, avec etc. A-t-il été trop enthousiaste, trop brutal dans son désir de changer les choses? Est-ce qu'il lui a valu d'avoir été Peut-être écarté? que vous, alors plusieurs choses. Peut-être que vous auriez cette même analyse sur le cas de Trump, c'est ça? Probablement, oui. Très bien. Peut-être c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine reste plusieurs années. Peut-être qu'on devrait avoir la même chose, mais ils accuseraient justement d'un coup d'État, alors qu'un véritable coup d'État a Oui. été fait ici avec les élections frauduleuses. Euh, mais j'y reviendrai plus tard. Simplement un aparté, comme j'ai abordé ce point, celui qui est à la tête du tribunal supérieur électoral a été nommé par le parti de Lula. Tout simplement un petit point Mhm. pour que vous puissiez rechercher D'accord. là-dessus. Voilà. Alors, Bolsonaro, si vous voulez, a les défauts de ses qualités. C'est quelqu'un qui a le verbe haut, pouvons-nous dire, voilà, quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui est direct, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui est provocateur, un petit peu comme Trump, Mhm. hein, on l'a souvent surnommé le Trump brésilien. C'est quelqu'un qui aime le clash Mhm. aussi, qui est voilà, provocateur. Je l'ai abordé. Donc, alors justement, ce qui est intéressant, c'est Olavo du Carvalho, lui, donc le philosophe. Si on revient à lui, il avait énormément de live aussi. Malheureusement, il est mort il y a un an et demi, mais il a vu Bolsonaro arriver au pouvoir, et il critiquait, il était à faveur de Bolsonaro, mais il a aussi critiqué. Il a dit que, bon, plusieurs choses. Il y a eu un manque de préparation déjà, c'est-à-dire que la gauche a emprisonné les élites, la haute culture, le pouvoir brésilien, que ce soit le législatif, que ce soit la communication aussi,
Et la haute culture, je l'ai abordé depuis des décennies. Bolsonaro est un phénomène, si vous voulez. Il est depuis 30 ans député et un peu comme Trump, il a surfé sur ce réveil avec Internet, sur le buzz, pour réveiller les populations et les mettre en syntonie avec leur esprit conservateur. Olavo de Carvalho avait une vision beaucoup plus radicale de par son expérience en tant que communiste et Olavo de Carvalho, si vous voulez, il a commencé dans des milices avec José Dirceu, qui encore aujourd'hui est dans la politique. José Dirceu est un communiste brésilien qui a fait des préparations à Cuba, qui a été, si vous voulez, entraîné par l'armée cubaine. Donc, il a une formation vraiment de milice cubaine, hein, marxiste. Et donc, Olavo de Carvalho critiquait et a connu réellement cette réalité d'entraînement idéologique, hein, de José Dirceu, qui aujourd'hui est un homme politique socialiste, donc communiste déguisé en socialiste. Et Olavo de Carvalho mettait en garde. Donc Olavo de Carvalho, l'intéressant, c'est qu'il était communiste et il a rejeté cette idée communiste. Donc comment il a fait? Justement, il met en garde, et c'est intéressant justement de l'étudier, en expliquant que les communistes vont se cacher, vont se déguiser, et il le disait, il faut les emprisonner. Il prônait une approche beaucoup plus radicale face aux communistes. Justement, il disait si vous ne les mettez pas en prison, ce sont eux qui vous mettront en prison. Et il a mis en garde, et c'est ce qui arrive. Bolsonaro aujourd'hui est menacé comme Trump d'être mis en Mais pour quel prison. motif? De toute façon, depuis le Pour quel début, motif? Corruption, toujours des inventions. Comme pour Trump, oui, hein, vous oui. savez, Trump est menacé à chaque moment de vouloir être emprisonné, toujours parce qu'il n'y a aucun fondement, il n'y a aucun fond. Mais comme les juges sont nommés par la gauche, ils essayent par n'importe quel moment de faire ce qu'ils veulent, hein. Vous savez, il y a pas de démocratie. Ce sont au bon gré de leur vouloir s'ils emprisonnent ou pas. Par exemple, vous avez des personnes âgées et des enfants qui manifestaient au mois de janvier, alors qu'il y a eu bien sûr des antifas et des infiltrés de gauche qui ont cassé lors des événements ici au Brésil, à Brasilia. Mais les infiltrés, eux, ont été libérés, et certains narcotrafiquants, par exemple, en 24 heures sont libérés, alors que certains patriotes qui n'ont rien cassé, hein, ce sont d'autres infiltrés qui ont cassé, sont toujours en prison, et on a même eu des morts, certains emprisonnés dans de mauvaises conditions, hein, qui sont morts récemment. Donc on a la tyrannie, la dictature qui est de gauche, hein. Pareil sur les médias. Bolsonaro était critique envers les médias mainstream. Bien sûr, il a fait baisser les subventions, mais il n'a fermé aucun média et il était pour la liberté. C'est Dieu, patrie, famille, liberté. Vous savez son slogan. Il a toujours été dans la liberté et il le disait lui-même. Ma vie est moins importante que la liberté. Il en a payé le prix. Vous savez, il a reçu un coup de Oui. couteau avant d'être élu en 2018, donc par un militant du PSOE, qui est la branche radicale du parti de gauche. Donc, ils ont cette histoire d'extrémistes, les communistes. Donc voilà. Mais donc pour revenir à cette corruption, c'est une corruption endémique, hein, c'est une corruption qui vient de cette tentative d'instauration de dictature communiste, hein, et donc on a eu une infiltration ensuite qui a été faite dans les milieux de la communication, dans les milieux de la haute culture, dans l'école, dans la réécriture de manuels scolaires, et donc c'est difficile de combattre justement cette idéologie parce que durant des années et des années, les médias mainstream vous ont menti sur l'histoire du Brésil, sur la réalité en fait du Brésil. Mais là, Donc pour m'inscrire dans la continuité de Carvalho, ne faudrait-il pas passer par une forme de dictature, ah oui une oui forme de ouais. dictature éclairée comme unique moyen de réellement déconstruire cet état profond, mettre en prison ceux qui doivent être mis en Ouais, prison et enclencher une nouvelle dynamique? voilà, oui, je suis parti sur deux sujets qui demandent énormément de développement. C'est vrai que c'est des sujets qui s'entrecroisent, donc on a pas mal de parallèles à faire. Mais oui, j'allais y revenir. Donc justement, voilà, Olavo de Carvalho, lui faisait énormément de live, hein. Donc mon livre en fait d'Olavo de Carvalho, c'est
c'est le cours entier de philosophie. Donc, il faisait énormément de cours online. Hein. Il a tout un cours online qu'il vendait sur Internet. Et donc, c'est tout son cours au complet. Hein. Et donc, dans ses vidéos, il critiquait aussi la politique. Hein. Donc, il était à faveur, bien sûr, de Bolsonaro et de ses valeurs de conservateur, mais il critiquait en se présentant de façon beaucoup plus radicale. Donc, il disait que si vous n'enfermez pas les communistes, ce sont eux qui qui vont un jour vous enfermer. Et ce sont eux qui vont réduire vos libertés, ce sont eux qui vont censurer vos médias. Et on a aujourd'hui justement ce dont se cachait Lula, hein, Lula qui était un menteur lors du débat présidentiel, qui disait qu'il n'allait pas censurer les médias, alors aujourd'hui ce qu'il est en train de faire avec différentes lois qui sont poussées aussi. Mais on a une ingérence aussi du tribunal supérieur fédéral, hein, qui a été nommé par le parti de Lula, qui censure directement par exemple la chaîne Rumble, qui censure les comptes Twitter de certains députés même. Et on a un député, par exemple, comme Daniel Silveira, qui est toujours emprisonné. Qu'est-ce que Daniel Silveira a fait? Daniel Silveira a justement dénoncé Alexandre de Moraes, qui est le directeur du tribunal supérieur électoral. Il a dit ce directeur du tribunal supérieur électoral a travaillé pour les narcotrafiquants du Primeiro Comando da Capital et fait donc partie de ce réseau qui finance aussi le parti de Lula. Hein. Moi, j'ai fait une vidéo aussi sur YouTube sur les liens des narcotrafiquants avec le parti de Lula. Très intéressant aussi pour voir les relations aussi avec le Venezuela, etc. On pourra le détailler plus tard. Et donc, ce député Daniel Silveira qui a exposé le fait que le directeur du tribunal supérieur électoral a travaillé avec les narcotrafiquants et a été nommé par le parti de Lula, a été mis en prison et jusqu'à ce jour, il a été mis en prison par une milice de ce directeur du tribunal supérieur électoral. Et donc on a l'État profond qui fait ce qu'il veut. Bah, d'où le fait qu'il faudra passer peut-être par une dictature éclairée. Alors justement, moi j'avais abordé ce point j'avais fait une vidéo avec Radio Québec où à l'époque des élections, vous savez, où il y avait les fraudes, etc., et que j'avais détaillé avec lui. Moi, je disais que il fallait que Bolsonaro il y a un article ici qui est même dans la Constitution qui dit que en cas de trouble, en cas d'ingérence, il y a aussi des hackers d'autres pays, etc., et aussi des financements d'autres pays, et puis de l'argent envoyé depuis des années par Lula à d'autres pays, hein, Mozambique, etc. En cas d'ingérence, en cas de corruption montrée, on avait la possibilité que les militaires reprennent le pays en faisant un tribunal militaire. Peut-être que c'est ce qui va se faire dans quelques années, mais je pense qu'il y a un travail de communication à faire avant. C'est une thèse qui a été développée par Radio-Québec, que on est encore dans la phase où ce que je vous présente, par exemple, vous dites que ça choque, par exemple, le fait que Bolsonaro soit social, alors que les médias, on est, si vous voulez, dans une dissonance cognitive encore trop forte pour que la majorité des gens ne soient pas choqués par le fait que Lula, par exemple, soit en prison, que le fait que Obama soit en prison, par exemple. Donc, je pense que c'est un processus qui va prendre plusieurs années. Moi, c'est en tout cas ce que j'espère pour que ces corrompus aient la fin qu'ils méritent. Mais voilà, ce que prônait Olavo du Carval justement, c'est une vision beaucoup plus radicale et donc de mettre de faire le ménage, hein, de nettoyer le marais un peu comme ce que promet Trump. Donc à suivre, est-ce qu'on est engagé dans un combat de long terme? Après, il faut être à l'intérieur pour savoir est-ce que réellement on a certains militaires qui ont été révoltés et qui ont essayé de faire une contre-opération justement avec toute une stratégie de citoyens, de guerriers digitaux. C'est une possibilité aussi qui est intéressante à voir pour que le peuple se réveille et beaucoup d'entre nous sont réveillés durant le Covid, on a été obligés et donc peut-être que tout ça aussi a été orchestré avec une bataille derrière les rideaux qu'on ne voit pas et dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors là, j'ai deux questions à moyen terme. La première, y a-t-il une chance de revoir Bolsonaro à la tête de la nation brésilienne? Parce qu'au fait, il est actuellement victime, on en parlait en off, des mêmes procédés que l'on tente d'appliquer à Trump pour obtenir son inéligibilité. J'espère ne pas m'être trompé dans le mot. Et la deuxième question, si jamais il est emprisonné et condamné à tort, est-ce que le peuple brésilien est prêt à sortir dans la rue massivement et d'entamer une forme de printemps brésilien? Alors pas celui de George Soros et de l'Open Society, mais un vrai printemps patriotique au Brésil.
pour apporter un peu plus d'éléments à cette question avant d'y répondre, quand on voit aussi les lives de Lula, on avait un live récent, on avait 35 personnes connectées, un live de Lula, hein, officiel, 35 personnes connectées en direct. Vous avez Bolsonaro aujourd'hui qui sort dans les rues avec des foules. Il y avait aussi à l'époque du Covid des mouvements aussi intéressants pour aller justement dans cette mouvance de se libérer, hein, de mettre en avant la liberté, se balader en moto avec des milliers de, de motos qui le suivaient, hein. Et donc on a ces images de liberté qui ont aussi été poussées. Et c'est un processus sur le long terme. Je pense qu'il faut le penser sur le long terme. Et on a un combat, oui, qui est engagé. Alors, des fois, on a des jeux aussi de communication dans lesquels nous, commentateurs, nous perdons aussi un petit peu. Donc, euh, on a aussi des expectatives qui peut-être des fois sont élevées. Euh, Par exemple, moi, durant l'époque des élections frauduleuses, c'est vrai qu'on était un peu tous révoltés. On était déjà révoltés par l'époque de Trump qui s'est fait voler aussi, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il fallait que beaucoup de gens ouvrent les yeux, et même des personnes de gauche aujourd'hui qui ont voté pour Lula s'aperçoivent que en fait, eh bien, il y a des toilettes unisexes qui sont en train d'être ouvertes et qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent simplement euh, des infrastructures pour un développement économique de leur région, voilà, ce que faisait par exemple Bolsonaro, et donc il est en train de les perdre sur cette base économique. Et le nerf de la guerre, c'est donc cette économie Mmh. sur lesquelles Bolsonaro était vraiment très puissant. Donc peut-être des fois on perd on reste dans l'idéologie et dans la vision, mais il y a la base économique qui est très importante avec des actions économiques qui ont été faites par Bolsonaro, le développement d'énormément d'infrastructures, le fait de s'ouvrir, d'avoir même durant la pandémie, hein, le Brésil était un des pays qui recevait le plus d'investissements directs étrangers. Donc on a eu un développement extraordinaire de l'agro business aussi, hein, avec des impôts fédéraux qui ont été mis à zéro directement par le gouvernement fédéral. Donc on a le Brésil avec des records et des records de production de maïs, de blé. Donc le Brésil est vraiment en train de devenir, vous regardez certains économistes qui disent que le Brésil est destiné à devenir la Suisse de l'Amérique latine, hein. Le Brésil est vraiment dans un boom qui va continuer. Avant, avant Bolsonaro, déjà, il y avait des revues économiques qui montraient le Brésil, vous savez, la statue du Corcovado à Rio de Janeiro comme une fusée qui Mmh. décollait et puis ensuite elle est retombée. Mais c'est quelque chose sur le long terme qui va vraiment se faire. Donc, elle va décoller à nouveau. Elle a déjà décollé, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Donc voilà, je pourrais donner plus d'éléments au niveau Non, mais économique. Mais déjà pour revenir politiquement, de voilà, toute par rapport façon, à Bolsonaro, y a-t-il une chance de le revoir à la tête du Brésil? Et puis, le peuple est-il prêt à sortir dans la rue? Ou est-ce encore trop tôt, comme vous l'expliquez? voilà, ce que j'ai abordé l'économie en fait pour montrer que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. En fait, des fois on est fixé sur la figure de Bolsonaro. Bien sûr qu'on aimerait qu'il revienne, mais comme je l'ai abordé, il y a aussi des députés conservateurs qui sont nés sous la période de Bolsonaro, comme Nicolas Ferreira par exemple, qui est une figure de proue. Et puis il y a ses fils aussi, hein. Eduardo Bolsonaro, qui est un des fils de Jair Messias Bolsonaro, qui est député depuis des années aussi à Rio de Janeiro. Donc maintenant il est député fédéral, mais et puis d'autres aussi. Donc énormément une base, si vous voulez, conservateur qui aujourd'hui est beaucoup plus importante, hein, qui ont la majorité dans les chambres. Donc le parti aussi libéral, parti de libéral, mais qui est libéral non de gauche, hein, mais libéral dans le fait de liberté, hein. On pourrait détailler aussi les différences là-dessus. Des fois, les gens sont confondus entre qu'est-ce que le parti libéral brésilien. Mais voilà, on a une base en tout cas bolsonariste, si vous voulez, entre guillemets, aujourd'hui dans les chambres. Et donc là-dessus, c'est un point intéressant qui nous fait être optimistes sur le long terme, même si Bolsonaro ne revient pas. De toute façon, il sera présent. Il y a Michelle Bolsonaro, de toute façon, la femme de Jair Messias Bolsonaro, qui est la présidente du Parti libéral, du PL, et elle-même a pris les rênes, hein, avec beaucoup de force, beaucoup
elle est plus évangéliste, elle parle beaucoup plus de Dieu aussi, donc et puis elle a ramené énormément de femmes dans la politique depuis l'époque de Bolsonaro. Donc c'est un changement profond, hein, qu'on ne voit pas derrière les rideaux, sur lesquels on pourrait attirer beaucoup plus l'attention justement. Donc il y a un vrai changement, un combat, hein, avec la gauche qui a pris les pouvoirs. Olavo de Carvalho aussi a créé énormément grâce à son cours. On parlait de la gauche et du marxisme culturel qui avait infiltré la haute culture, les universités. Olavo de Carvalho, justement, avec son cours de philosophie, a aidé c'était son objectif, hein, il explique au début de son cours, de restaurer la haute culture brésilienne, de changer, d'avoir une création de romans. Vous avez la gauche aussi qui a créé énormément de romans qui constituent tout un inconscient collectif. Et donc, on a un processus sur le long terme qui doit être analysé. Souvent, c'est vrai que les commentateurs pensent que il faut que ce soit la figure de Bolsonaro qui est souvent quelque chose de mis en avant, mais on a sur les dessous de la scène aussi toute une restructuration de la haute culture qui est en train de se faire avec des auteurs, des romanciers, des universitaires de la lignée de Olavo de Carvalho, donc des conservateurs qui sont actifs, qui ont des chaînes aussi YouTube, qui ont des livres. Et donc, on a un combat qui a été fait. Bien sûr, actuellement, les subventions sous Lula sont en train de revenir à nouveau pour les médias subventionnés, pour les gros artistes aussi. Vous avez certains gros artistes corrompus. Bolsonaro avait dit, pourquoi donner de l'argent de l'État à des gros artistes? On peut donner de l'argent de l'État à des Tout à petits fait, qui ont artistes, ok, besoin. mais donner des millions et des millions à des gros artistes qui sont déjà millionnaires et qui n'ont pas besoin, non. Mettons en avant au niveau culturel, et d'ailleurs on pourrait revenir aussi, ça c'est un des mensonges des médias mainstream. Oui, la culture a baissé sous Bolsonaro, c'est aussi un des points faux sur lesquels il faut se défendre. Et justement, il y avait un noir, hein, donc pour parler des minorités qu'on a abordées au début, il y avait un noir qui était à la tête d'un institut, l'Institut Palmares, qui justement défend la culture noire, si vous voulez, au Brésil, et qui lui justement est un conservateur et qui a restauré toute une bibliothèque de cet Institut Palmares qui avait des livres marxistes, qui avait des livres aussi du marxisme culturel avec toute cette poussée aussi au wokisme extrême et folle de décadence et de, de, trans, de des enfants, de pousser l'idéologie trans au niveau des enfants et de pousser l'idéologie gay. Mais Bolsonaro avait dénoncé aussi cela lorsqu'il était député, hein, avec il y avait un livret gay qui avait été présenté par la gauche, mais qui était caché, hein, qui ne voulait pas montrer. Donc on avait le Haddad qui aujourd'hui a été rappelé par Lula, qui est devenu le ministre aujourd'hui de l'économie, hein, alors qu'il a déjà des résultats atroces lorsqu'il était par exemple dans l'état de São Paulo. Et donc Lula l'a fait revenir. Et donc il y avait un kit gay, hein, un petit livret gay que Bolsonaro avait dénoncé lorsqu'il était député. Et c'était un livret gay qui était présenté à l'école, hein, pour les enfants. Et donc c'était un projet de loi que la gauche essayait de cacher et de faire rentrer sournoisement avec l'appui des médias mainstream qui cachaient ça. Et donc Bolsonaro, avec sa grande bouche, hein, sa verbe, j'allais dire sa grande gueule, mais je me suis corrigé. Et donc son franc-parler, son habitude Mais Bolsonaro l'a déjà dit, moi je suis critiqué par mes gros mots, mais je préfère avoir des gros mots plutôt qu'avoir des valises de billets comme Lula. Je préfère avoir des gros mots, et c'est là où il montre aussi l'hypocrisie des médias mainstream. Vous savez, il dit oui, moi j'ai des gros mots, mais j'ai des gros mots, mais j'ai pas de cas de corruption. Donc et c'est là où ça résonne avec le peuple, et le peuple voit le double discours et l'hypocrisie. Mais donc, pour revenir à ce kit gay, voilà, qui sont plein de sujets qui s'entremêlent, vous voyez, hein, avec ce kit gay que Bolsonaro avait dénoncé en tant que député, il y avait déjà cette idéologie, hein, qui est poussée par ces globalistes dans le monde entier. Donc ça se recoupe, on voit la même stratégie dans différents pays, hein, et ça avait été dénoncé par Bolsonaro. Donc peut-être pas avec autant
de vigueur et en s'attachant à couper les racines comme Olavo du Carvalho le défendait. Peut-être que nous, on attend aussi quelque chose de plus radical, mais peut-être qu'en pesant le Tout pour à et les fait. contre et les conséquences, peut-être que ça peut donner en termes d'opinion publique et ménager aussi les autres parties. Peut-être qu'on reviendra sur la partie Tout à fait, on géopolitique, va par exemple, l'aborder. lorsque l'Argentine était juste un Oui. dernier point, lorsque l'Argentine, par exemple, manquait de gaz, même en étant de gauche, Bolsonaro donnait du gaz à prix réduit pour l'Argentine. Donc il y a toujours une ouverture et le Brésil justement était dans l'inverse d'un protectionnisme qui avait été fait par la gauche depuis des années et il était justement dans une ouverture et dans une ouverture énorme. Le Brésil allait rentrer dans l'OCDE, le Brésil avait des résultats exceptionnels, était salué par exemple par Bloomberg pour la baisse Oui. de l'inflation et pour la baisse aussi au niveau social de l'extrême pauvreté. Même durant moi je l'appelle fraudémie, la fraudémie, et même durant la guerre en Ukraine, le Brésil était salué par Bloomberg, par David Flinkel dans un article sur la baisse de l'inflation. C'était un des premiers pays à avoir une déflation, à avoir une réduction, on dit déflation, mais 5 et Oui. quelques, et en dessous des 5, donc de 5 et quelques en dessous des 5. C'était un des premiers pays grâce aux actions de Bolsonaro qui a réduit les impôts fédéraux. Donc, bon, je pourrais les détailler après, mais tout un tas de mesures qui ont été faites qui montrent aussi la vision du ministre de l'économie Paulo Guedes de Bolsonaro. Donc, on a voilà une politique aussi à saluer et à mettre en avant ces points-là face aux médias Oui. mainstream qui ne vous montrent pas ces points-là aussi qui sont extrêmement intéressants et qui montrent en pratique dans la real politique, si vous voulez, ce qui a été fait au-delà des discours un petit peu vides qu'on voit à droite à gauche. Voilà, D'accord. pour démonter le fait que la gauche est Mhm. protectionniste, la gauche est monopolistique Mhm. aussi. Donc Voilà. en fait, si j'ai bien compris, Bolsonaro a enclenché une dynamique qui a été préparée en amont par des intellectuels comme Di Carvalho, qui a formé des gens par les cours qu'il a donnés, donc qui a distillé une forme d'éveil des consciences, qui a été incarné et matérialisé politiquement par Bolsonaro, qu'aujourd'hui il y a une relève politique qui existe, qu'il ne faut pas s'attacher. Alors on comprend que les gens s'attachent aux personnes, c'est-à-dire on s'attache au leader, à la personne qui va incarner, mais si j'ai bien compris, c'est une erreur que de trop s'attacher à la personne de Bolsonaro, mais il faudrait plutôt s'attacher à la dynamique qu'il a enclenchée, qui est une dynamique de contre-hégémonie. Enfin, pour reprendre Gramsci, paradoxalement, une dynamique de contre-hégémonie face à l'hégémonie de la gauche, qui est une hégémonie culturelle, mondaine, intellectuelle, médiatique, etc. Que les champs de bataille ne sont pas les mêmes, c'est qu'aujourd'hui, cet éveil des consciences passe par le digital, par les réseaux. Donc, vous parliez d'armée digitale et électronique. Donc là, c'est bien que vous remontriez le livre par rapport à la pensée de Carvalho. Donc on a cette dynamique-là. Maintenant, avant d'aborder la géopolitique en tant que telle, j'aimerais avoir votre avis, même si ça n'a pas un lien direct avec le Brésil. Que pensez-vous de Javier Milei en Argentine? Peut-on parler voilà, Il faut faire. d'un Bolsonaro argentin ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les deux? Alors Bolsonaro, avant d'être président, avait 30 ans d'expérience politique, hein. Différemment de Trump aussi, qui est rentré sans expérience politique. Bolsonaro a une expérience politique, hein, d'avoir combattu la gauche depuis son enfance même, parce il y a un épisode que je raconte dans mon livre, hein, mais je le détaillerai pas ici. Euh, Javier Milei, Javier Milei, il faut faire attention à ce qu'on voit beaucoup sur Twitter, où certains arrivent à des conclusions extrêmement rapides avec euh, des prints parce qu'il a été économiste et parce qu'il a participé à des conférences, par exemple au World Economic Forum. Ce n'est pas parce que vous participez à des conférences du World Economic Forum où vous êtes invité pour faire une conférence et que ensuite vous critiquez ce World Economic Forum et vous dites que vous ne faites pas partie de ce globalisme, que vous êtes un pantin manipulé par les globalistes financiers. Donc il y a une impatience et le fait de sauter à des conclusions tirées par les cheveux d'une certaine voilà, de certains guerriers digitaux qui est problématique et qui doit être questionné.
qui a été qui circule sur les réseaux sociaux, comme quoi Javier Milei serait une marionnette du World Economic Forum. Là-dessus, attention à sauter à des conclusions trop rapides. Voilà, le premier point déjà sur lequel on peut mettre, il vient d'arriver. Attendez un petit peu, laissez-le travailler. Attendez de voir les mesures qui vont être mises en place. Voilà, premier point détaillé. Premier point à détailler. Voilà, pensez sur le long terme, essayez de justement pas tomber dans l'émotionnel, ce qui est, avec l'ingénierie sociale, etc. On sait qu'on est manipulé, donc soyez un petit peu plus calme là-dessus. Voilà, pensez long terme, c'est un point intéressant. Voilà. Premier point. Javier Milei, il a été bien évidemment appuyé par Jair Messias Bolsonaro, qui est allé à son investiture avec Eduardo Bolsonaro. Donc il a été invité, il a fait des lives avec lui avant. Euh, on l'a vu, regardez son entretien avec Tucker Carlson, par exemple, si vous voulez aller un petit peu plus loin que la simple image de Javier Milei qui a son CV où il y a écrit, ouais, il a participé à une conférence au World Economic Forum, regardez son entretien, par exemple, avec Tucker Carlson sur Twitter, où vous avez Javier Milei qui a fait un entretien, voilà, avant les élections avec Tucker Carlson, qui est vraiment très intéressant, qui présente l'historique les cas d'hyperinflation qu'a connu l'Argentine, le protectionnisme argentin, toute la politique aussi de corruption et les liens de corruption de Lula. Lula, durant même l'élection avant les élections, même avant le premier tour, a envoyé aussi, encore un cas de corruption, a envoyé des milliards pour la campagne de Javier Milei. Ça, c'est quelque chose que les médias mainstream ne montrent pas, et c'est quelque chose qui doit être dénoncé, qui doit être mis en avant. Donc Lula a continué dans la corruption en envoyant des fonds qui sont normalement destinés au Brésil. Il a envoyé des fonds pour que Javier Milei ne soit pas élu. Il a envoyé des fonds pour que ce soit l'opposition de Javier Milei qui soit élue, donc pour que leur campagne soit et puis ils ont énormément de pots de vin qui ont été envoyés à nouveau, donc voilà, Lula a été pris les mains dans le sac, a été dénoncé pour que l'opposition de Javier Milei soit élue et non Javier Milei. Un petit aparté, voilà. Sur la politique de Javier Milei, donc soyez patient, attendez de voir ce qu'il va être fait. Il a un historique, oui, bien sûr, il a une vision différente de Bolsonaro, notamment au niveau économique. Alors, au niveau économique, Bolsonaro disait que la politique économique, même si Bolsonaro, bien évidemment, partageait certaines valeurs en commun avec son ministre, et c'était lui qui dictait la vision et les relations avec les autres pays, la partie économique était faite par le ministre Paulo Guedes, et il avait vraiment carte blanche de Bolsonaro sur ce point-là. Et il a été salué. On pourra aborder différentes politiques économiques. Je l'ai abordé déjà sur la baisse de l'inflation, sur différents booms, les crédits. Voilà, les infrastructures, ça c'est plus Bolsonaro avec les crédits et avec oui, avec la construction de viaducs, etc., la construction de routes, sachant que le transport, par exemple, par le Brésil de maïs est actuellement moins cher que par les États-Unis, donc il y a énormément Et durant le Covid aussi, face au changement au changement des chaînes d'approvisionnement, on a une restructuration. Le Brésil s'est vraiment positionné pour après cette rupture, être vraiment bien positionné. Donc ils ont réussi sur ce point-là, on pourra l'aborder aussi. Et voilà, pour revenir sur Javier Milei, je disais qu'il a une vision différente de Bolsonaro parce que Bolsonaro est plus conservateur et Javier Milei est un libertarien, donc on a une différence déjà, même si Bolsonaro a réduit énormément les impôts. Je parlais des impôts fédéraux, il les a mis à zéro sur énormément des milliers et des milliers de produits de base. On a bien sûr certains points en commun, mais Javier Milei a une vision des fois beaucoup plus radicale, beaucoup plus extrémiste entre guillemets sur différents points qui peut-être s'avéreront
plus intéressant à voir dans son combat contre l'État profond, qui est le combat le plus important, si réellement il va avoir aussi la possibilité, mais je préfère le voir sur le long terme. C'est pour ça qu'on en revient toujours au début. Placez-vous plus Tout à sur fait. le long terme, essayez d'être patient, peut-être, essayez de ne pas espérer comme vous avez déjà vous êtes déjà tombé des nues face à Trump et face à Bolsonaro qui n'ont pas en 4 ans arrivé à tout changer Mhm. en un claquement de doigts. Donc, placez-vous dans une optique de plus long terme. Donc, je pense que ça déjà résume tout. Et puis, on peut revenir sur Javier Milei. Oui, aussi, il a été dans sa campagne en termes de marketing, peut-être on peut l'analyser, oui, avec sa scie électrique pour couper les ministères qui sont inutiles. Ce qu'avait fait aussi Bolsonaro, sur ce point-là, on peut faire des parallèles. Bolsonaro avait aussi réduit certains ministères qui étaient inutiles ou qui détournaient des sous plus que d'aider les citoyens brésiliens. Donc on a un parallèle aussi intéressant à faire. Ils sont alignés sur cette vision, si vous voulez, de réduire les impôts, de réduire les ministères, d'avoir une politique qui est moins protectionniste et qui est plus ouverte sur les autres pays. Bien sûr, il y a un combat actuellement. Javier Milei s'est retiré des BRICS parce que il est en train de voir quel levier de pouvoir il peut avoir, quelle souveraineté il peut avoir en se libérant il y a un jeu, une sorte de bras de fer à voir entre différentes institutions internationales, voir laquelle va sortir, laquelle ne va pas sortir. On sait que peut-être si Trump revient, il va avoir aussi tout un rebasculement qui va être fait. Donc il y a différents enjeux aussi qui nous échappent. Donc ne soyez pas aussi rapide à juger la sortie des BRICS de Javier Milei. Mhm. Voilà, essayez d'être sur tous ces points-là, patience avant d'arriver à des D'accord. conclusions tirées par les cheveux. Mais oui, il y a beaucoup de points qui sont Mhm. intéressants. Moi, je salue, j'étais bien évidemment ravi de voir Javier Milei qui se dit combattre la corruption, gagner face au diplodocus, si Mhm. vous voulez, face au mammouth corrompu de gauche qui régnait depuis des années et qui ont plongé l'Argentine dans l'hyperinflation alors que Mhm. l'Argentine était un des pays les plus riches au début des, Ouais. des années 1900. Donc voilà, c'est une bonne chose déjà qu'on salue en termes d'idéologie conservatrice, en termes aussi De rupture. Ouais, de non-protection, Mhm. de non-protectionnisme, Mhm. ça va dans notre sens. À voir ensuite, il y a certains points intéressants, par exemple au niveau du Bitcoin, euh, Mhm. donc à suivre. Peut-être que l'Argentine aussi sur ce point va suivre les pas du Tout à Salvador fait. aussi, en ayant le Bitcoin comme ou peut-être pas en tant que monnaie légale, mais en tout Monnaie cas officielle. plus facilitée. Mhm. Donc D'accord. Alors, il y a énormément de points à hein, suivre, donc hein, si ouais. j'ai bien compris, Énormément de points intéressants sur l'Argentine. les 2 ont des idéologies très différentes, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont des ennemis communs, c'est-à-dire les États profonds de part et d'autre, autant en Argentine qu'au Brésil, et avec tous les enchevêtrements avec d'autres États profonds aux États-Unis. Parce qu'on a vu comment Lula a été quand même soutenu par l'establishment américain, qu'il voulait à tout prix que Bolsonaro ne passe pas. Et donc, il y a une logique d'alliance qui se structure entre les différents États profonds d'un côté et entre les différentes mouvances patriotiques et conservatrices de l'autre. Donc c'est un combat qui est transnational aujourd'hui, de part et d'autre, du point de vue de l'élite et du point de vue des Oui, peuples. il a toujours été aussi historiquement ce combat a toujours été, mais c'est vrai qu'il est plus Mmh. renforcé aujourd'hui et on voit une vraie Tout à fait. bataille. Oui, les peuples se Mmh. réveillent aussi et participent à cette Tout à fait. bataille. Et Ouais. puis vous avez parfaitement raison d'évoquer la radicalité ou la pseudo-radicalité de certains militants du net et du digital qui effectivement tombe facilement dans une forme de manichéisme où tout est noir ou blanc, on est ou bien traître ou bien patriote, et ils ne comprennent pas que quand on est au pouvoir à la tête d'une nation ou quand on veut conquérir le pouvoir, on est obligé d'adopter un minimum de réalisme, de composer avec les rapports de force, de ne pas toujours afficher ce que l'on croit. Et voilà, donc inviter les gens à plus de nuances et de subtilité, effectivement, Sur, c'est ce je dont on a peux- besoin. sur ce Oui. point, je peux abonder un petit peu, Rachid, excuse-moi, oui. Par exemple, lorsque Bolsonaro aussi est arrivé au pouvoir, il avait les députés qui étaient les députés qui, depuis des décennies, étaient corrompus et avaient une majorité de gauche. Donc lui aussi a eu affaire avec ce pouvoir législatif, ce pouvoir
des députés des chambres et du Congrès qui étaient contre lui. Mais si on regarde sur le long terme, aujourd'hui, le Parti conservateur a maintenant, alors que Lula est au pouvoir, la majorité. Donc, voyez aussi cette évolution plutôt que de vous dire, voilà, Bolsonaro est parti. Et voyez aussi que Bolsonaro, au départ, oui, a lui aussi connu en plus des médias mainstream qui étaient contre lui, a connu aussi cette difficulté aussi dans la Chambre et dans le Congrès, cette difficulté pour pouvoir agir et réformer le pays. Voilà, juste un petit développement là-dessus. Bah, je crois qu'on est arrivé à la conclusion de notre échange d'aujourd'hui et j'imagine qu'on aura d'autres échanges parce qu'il y a beaucoup d'aspects que l'on n'a fait qu'effleurer, notamment la dimension L'économique, par et exemple, l'économie, ça ouais. mériterait un épisode à part, un entretien à part. Le Covid aussi, par exemple, quelle était la vision de Bolsonaro durant le Covid et comment ses actions ont été bloquées par le tribunal suprême fédéral qui a donné le pouvoir aux régions, beaucoup Tout à plus de fait. pouvoir aux régions, qui ont du coup ont beaucoup de cas de corruption et de lavage d'argent que Bolsonaro avait justement envoyé aux régions Mhm. pour et puis un combat aussi Bolsonaro qui était contre Et puis les médias qui mainstream était qui ont inondé les ondes de fake news par rapport au nombre de morts, au nombre de blessés, pour démontrer que la gestion de Bolsonaro était catastrophique. Et je me souviens, alors vous me corrigerez si je me trompe, mais qu'il y avait des militants pro-Bolsonaro qui sont allés avec des téléphones, des smartphones, dans un hôpital pour filmer et démontrer les mensonges des médias qui affirmaient qu'il y avait des gens en réa, que c'était saturé, qu'ils n'avaient pas le moyen. En fait, l'hôpital était quasiment vide. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie guerre. oui, c'était même des Tout à fait, des députés, ouais. débutés. Ouais. Ça a été diffusé pas mal sur. Ici, un peu comme dans tous Mm. les pays, vous savez, en France, Xavier Tout à Fouché, fait. etc. Beaucoup de médecins. Je salue d'ailleurs le docteur Loyola qui a écrit un livre qui s'appelle La fraudémie, qui gagnerait à être traduit aussi en français, en Mm. fraudémie en démontant cette farce qui a eu lieu. Donc oui, oui, c'était Mm. un combat global, mais qui a réveillé, qui avait un objectif aussi de guerre d'information. Mm. Donc oui, énormément d'éléments importants à détailler ici au Brésil, ce que j'avais fait aussi à l'époque. Hein. Donc oui, et ces députés aujourd'hui, certains médecins aussi aujourd'hui sont engagés dans la Mm. politique et sont députés. Donc il y a tout un jeu de pouvoir et de communication qui a été enclenché. Et cet épisode est vraiment intéressant aussi en termes de politique, de ce qui a été fait par Bolsonaro Mm. au niveau international aussi. Par exemple, il est allé chercher des engrais en Russie parce que le Brésil est si vous voulez, le garde-manger du monde, un des principaux exportateurs de denrées alimentaires pour le monde. Et donc, sans le Brésil, le monde entier pourrait connaître une famine. Et c'était un des objectifs aussi des globalistes d'affamer le monde, mais ils n'ont pas pu le faire. Hein, et ça a été salué aussi dans différents articles. Et donc, on a toutes ces mesures hein, qui sont cachées, qui n'ont pas été exposées. On Mm. a toute cette époque de 2 ans, on a eu un blackout des médias mainstream, et on donnerait de l'espoir et on donnerait ce serait très intéressant pour le public de connaître justement quelles mesures ont été faites hein, pour s'apercevoir que aussi pour des exemples pour d'autres Mm. pays en termes en termes de non-protectionnisme, en termes de développement d'infrastructures, en termes de baisser les impôts. On a eu une croissance aussi et une baisse de l'extrême pauvreté, énormément de points sur l'Amazonie aussi, on n'a pas Tout à fait. Ouais. abordé. On a des mensonges donc on a énormément de points qui sont intéressants Mm. Et on se d'exposer au donnera public rendez-vous pour un parce prochain que entretien pour détailler chacun des avec aspects. plaisir. Donc, je rappelle à nos spectateurs et auditeurs que vous pouvez vous procurer les livres d'Antoine Bachelin-Sénat sur Amazon, j'imagine entre autres, ou uniquement sur Amazon. Bolsonaro, mythe et mensonge et cours de philosophie par Olavo Di Carvalho que je vais moi-même me procurer aujourd'hui et que je dévorerai avec grand plaisir. Donc je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, les liens sur Amazon pour le commander. Donc on peut le commander en version papier et en version Kindle pour ceux qui voudraient le lire n'importe où, dans le métro ou Il ailleurs. est aussi en anglais, ouais. Par exemple, le livre sur Bolsonaro, il est disponible Anglais ou aussi en en portugais. anglais. Ouais. Euh, pour ceux qui ont des amis anglophones, c'est intéressant aussi. Voilà, à l'époque, comme il y avait un parallèle avec Trump, c'est intéressant Mmh. aussi de le faire connaître. Merci, oui. Antoine Bachelin, Sénat, merci infiniment.
et le rendez-vous est Merci à pris vous, pour un shukran. prochain entretien.